Alors vous allez voir, j'ai mis quelques événements de l'histoire, et puis j'ai parlé aussi d'aujourd'hui et de ce qu'on peut éventuellement espérer de la transplantation cardiaque, et puis j'ai parlé aussi de l'histoire, parce que l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi ces gens en sont arrivés là à un moment, c'est-à-dire transplanter des cœurs, et pourquoi ces gens-là et pas d'autres. Vous allez voir, ça ne tient pas à grand-chose, parfois on le sait très bien, l'histoire ne tient pas à grand-chose. La chirurgie cardiaque, c'est pas très vieux. Le traitement chirurgical du cœur, vous voyez là, l'un des premiers rapports, c'est 1896, un de nos collègues de Francfort. J'adore le texte parce que c'est la première fois où on commence à mettre des points sur un cœur qui bat. Et il le dit bien, hein, il y a un hémothorax qui est en train d'augmenter, il décide d'opérer le patient, il passe dans le 4e espace intercostal, il y a des caillots, il les enlève, il y a un trou dans le péricarde, il y a un trou dans le cœur derrière. Et il met le doigt dessus, toujours ce qu'on fait plus d'un siècle plus tard, quand il y a un truc qui saigne, on met le doigt dessus, ça commence par ça. Et puis finalement, il met des points sur le cœur, un point, 2 points, il dit au 3e point, ça saigne plus, il noue pendant la diastole, c'est juste évident qu'il faut nouer pendant la diastole, mais il ne l'avait pas encore fait. Et il finit par ça, il dit j'espère qu'il va y avoir plus d'investigations concernant la chirurgie cardiaque, ça pourrait sauver des vies. Et ce patient-là, il a tiré d'affaire. Moi, j'adore ce texte parce qu'avant ça, globalement, il y a sûrement d'autres qui ont essayé avant ça et qui l'ont fait, mais c'est le premier rapport de chirurgie cardiaque. Le problème à ce moment-là, je vous l'ai dit, le cœur, il bat. On l'a dit tout à l'heure, hein, le cerveau bat pas beaucoup, le cœur, ça bat beaucoup, ça bouge énormément. Et le problème, c'est que quand ça bouge et qu'il y a un trou dedans, ça saigne. Et quand on veut faire la chirurgie cardiaque, il faut forcément ouvrir le cœur. Et forcément, ça saigne. Et d'un seul coup, le cœur devient inefficace. Et si on veut l'arrêter, il est aussi inefficace. Et pendant de nombreuses années, c'était le problème de la chirurgie cardiaque. Il n'y avait pas de quoi remplacer. Il n'y avait pas les machines cœur-poumon, ce qu'on appelle les circulations extracorporelles. Il n'y avait pas de quoi assurer la circulation et la ventilation, l'oxygénation du patient. Et donc, il fallait trouver d'autres subterfuges. Alors, il y en a eu plein. Je vous en ai mis quelques-uns. L'une des grandes histoires, c'était opérer les CIA. Alors maintenant, Gilles les ferme par voie percutanée, mais c'était opérer les CIA, vous voyez, en mettant un entonnoir, en branchant un entonnoir sur l'oreillette droite et aller coudre dans le fond de l'entonnoir. C'était, comme c'est l'oreillette droite, il n'y a pas trop de pression, et donc ça permettait de coudre sans trop voir ce qu'on faisait, mais il y a des gens qui ont fait ça, Lewis, Gross, etc., ont décrit ces techniques et les ont utilisées. Et puis à un moment on s'est dit, puisqu'on n'a pas de machine, certains se sont dit, et Lillehei, et vous allez voir, Lillehei va revenir après parce que c'est quand même globalement le père de la chirurgie cardiaque, Lillehei et d'autres se sont dit, puisqu'on n'a pas de machine pour faire la circulation extracorporelle, on va utiliser l'homme pour faire la circulation extracorporelle. Et donc on a fait des circulations croisées. Quand je dis on, pas moi, hein, c'est un peu avant moi quand même, même si j'ai bien compris, j'ai pris de l'âge en racontant l'histoire de la chirurgie. Mais voilà, les années 50, il n'y a pas de circulation extracorporelle, mais circulation croisée entre eux, là, le père et le bébé, pour pouvoir opérer le bébé. Extraordinaire quand même. Imaginez qu'on essaye de faire ça aujourd'hui. Ce serait intéressant de transposer l'histoire de la transplantation cardiaque à ce qu'on essaye de développer aujourd'hui pour voir si on pouvait toujours développer la même chose. Et puis il y a un type pendant ce temps-là qui s'appelle Gibbon, qui est particulièrement connu des chirurgiens cardiaques, qui continuait lui à essayer de développer des machines pour essayer de remplacer le cœur et les poumons, aidé par Dennis, qui est aussi un des grands noms de ce développement. Et ça a pris quand même, là encore, hein, c'est Corval, on a vu, c'était un peu moins de 10 ans. Là, c'est de 1935 à 1953, le développement de la circulation extracorporelle. Les matériaux n'étaient pas quand même tout à fait au rendez-vous. L'ingénierie ne devait pas être tout à fait au rendez-vous non plus. Mais à force de bidouiller les petits trucs, hein, bout à bout, etc., ils ont fini par obtenir une machine, un cœur-poumon artificiel, sans lequel on ne ferait pas de chirurgie cardiaque, sans lequel on ne ferait clairement pas de transplantation cardiaque. Et oui, la première utilisation pour une fermeture de communication interauriculaire d'une circulation extracorporelle, c'est 1953. Et enfin, Lillehei, le revoilà, hein, c'est celui qui a fait les circulations croisées. Eh bien, il revient de nouveau avec De Waal, avec une circulation extracorporelle. C'est des oxygénateurs à bulles, ça bullait autour du sang. Parfois, ça bullait les patients aussi, d'ailleurs, c'était pas très bon. Mais donc, ça permettait d'oxygéner le sang et de décarboxyler le sang. Et donc, c'est Lillehei qui vraiment a lancé la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Tout ça à Minneapolis, et je cite Minneapolis pour une raison, c'est que vous allez voir après, cet endroit a vraiment une importance capitale dans la transplantation, dans l'histoire de la transplantation cardiaque. Voilà les oxygénateurs. Oui, c'était du gros bidouillage, hein, ça c'était l'oxygénateur à bulles de Lillehei et de Waal. Après, on a utilisé ce qu'on a toujours appelé le K-Cross, sans savoir que c'était Mr. K et Mr. Cross. Mais voilà, c'était le K-Cross, c'était des disques
Et Robert Bartlett, qui est un grand nom aussi de la circulation extracorporelle, nous racontait que quand ils utilisaient ces K-Cross, il y a plein de disques dedans les uns derrière les autres, avec forcément autour des disques d'un côté le sang qui passe et de l'autre côté de l'oxygène et de l'air qui passe, quoi, un mélange air-oxygène. Et Robert Bartlett racontait que quand ils avaient fini d'utiliser le Key-Cross, c'était son épouse qui nettoyait tous les disques de Key-Cross. Ça prenait beaucoup plus de temps de nettoyer les disques d'un Key-Cross que de faire la chirurgie, même si la chirurgie prenait beaucoup de temps et forcément ça donnait beaucoup de complications. Voilà à quoi ressemble actuellement une circulation extracorporelle optimisée. C'est pas ce qu'on utilise pour faire la chirurgie de tous les jours, parce que ça c'est du circuit fermé, mais c'est ce qu'on utilise pour faire de l'assistance circulatoire. On a parlé tout à l'heure de l'UMAC, des unités mobiles d'assistance circulatoire. Ben voilà, ça ressemble à ça. C'est quand même un peu plus simple. Tout le Key-Cross que vous avez maintenant se réduit à ça. Bien sûr de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on avait avec le Key-Cross. Et là, il y a presque plus de risque de bullage, etc. Donc voilà ce qui a permis de développer la transplantation cardiaque, c'est vraiment ce développement de la circulation extracorporelle. Alors je reviens maintenant aux pionniers. Et pourquoi Minneapolis? Et c'est important parce qu'à un moment, en 1956, Christian Barnard, Christian Cabrol, Lower Shumway étaient tous chez Lillehei en train d'apprendre la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Ils se sont tous retrouvés là. Il faut juste se replacer dans les années 50. Moi, je ne les connais pas, je les connais qu'à la télé. Mais se replacer à ce moment-là où des gens comme Cabrol, d'un seul coup, avec Madame Cabrol, son épouse qui est anesthésiste, sont partis se former chez Lillehei pour pouvoir faire de la chirurgie cardiaque qu'ils ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Cabrol ne faisait que de la chirurgie thoracique. Il n'y avait pas de chirurgie cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, ils sont partis se former pendant un an, ça dure un peu plus d'un an, à la chirurgie cardiaque chez Lillehei. Et c'est là où ils ont rencontré Chris Barnard, Lower et Shumway. Et ça a une importance parce que, indépendamment d'apprendre la chirurgie cardiaque, il y avait Lower et Shumway qui, au labo, eux, continuaient à essayer de développer un modèle de transplantation cardiaque chez le chien. Il y avait eu plusieurs modèles, notamment nos collègues russes avaient beaucoup travaillé sur la transplantation cardiaque. Il ne faut pas les oublier, les Russes, ils ont inventé plein de trucs, bien avant beaucoup de gens d'ailleurs. Mais après, ça c'est un peu parti en vrille. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, Lower et Shumway, eux, ont repris un certain nombre de travaux et chez le chien ont développé un modèle de transplantation cardiaque. Et d'ailleurs, on parle toujours du modèle de transplantation de la technique de Lower et Shumway. Donc quand on parle de transplantation cardiaque, on l'a un peu amélioré, mais globalement, ça n'a pas changé grand-chose depuis ce moment-là. Et ce qui fait que, Chris Barnard, Lower et Shumway, Christian Cabrol ont travaillé ensemble à un moment au laboratoire, et notamment Cabrol et puis Chris Barnard ont regardé ce que faisait Lower et Shumway. Ils ont probablement aidé un petit peu, en tout cas ont largement échangé sur le sujet. C'est pour ça que finalement, à ce moment-là, les principaux protagonistes de l'histoire de la transplantation, c'est eux. Après, il y a eu plein de monde forcément, mais c'est eux qui ont vraiment lancé les choses. Alors bien sûr, le premier, c'était Chris Barnard. Vous le savez, Chris Barnard, qui en 67 fait la première transplantation cardiaque au Cap. Pourquoi ? Parce que probablement c'est un peu plus simple pour lui en termes de régulation, un peu plus compliqué probablement aux États-Unis, même si c'est arrivé quelques mois après, il n'y a pas eu une grande différence. C'est vrai que normalement la primauté aurait dû revenir à Lower et Shumway parce que c'est eux qui avaient fait le travail expérimental, mais Chris Barnard a fait la première, et j'ai retrouvé un article de René Kuss, grand nom de la transplantation rénale s'il en est, que je trouve intéressant. Je vous ai juste mis 2 chapitres. Il dit d'abord pourquoi je sors de ma réserve. La première raison, c'est que je tiens à ce que le docteur Chris Barnard sache avec quel enthousiasme certains praticiens français saluent son audace et sa performance. Il s'agit là d'un témoignage. La seconde, c'est pour dénoncer le faux débat qui s'est institué, surtout en France, et je dois dire, hélas, surtout à Paris, à propos de cette conquête de la science que constitue la greffe du cœur. Une conquête de la science au service de l'homme, car il n'est pas vrai que l'on ait à choisir dans le cas des greffes entre la science et l'homme. Donc le débat a existé, René Kuss s'est exprimé, je dirais de façon relativement claire sur le sujet. Arrêtons de polémiquer. Et notamment, mesdames, messieurs les médecins parisiens, arrêtez de polémiquer. On pourrait aussi transposer ça à un certain nombre de choses actuellement. Et deuxième chose, voilà ce qu'il dit. Il a des mots extrêmement adaptés par rapport à ce qu'a fait Chris Barnard. Le docteur Barnard a démontré qu'il avait toutes ses qualités exceptionnelles. En invitant le monde entier à surveiller son expérience, il a peut-être indisposé quelques praticiens ombrageux, mais il est plus difficile d'œuvrer au grand jour que dans l'ombre. En effet, cela implique une exceptionnelle confiance en soi, et ce que j'ai admiré chez le professeur Barnard, c'est l'audace qu'il a eue de recommencer immédiatement une nouvelle greffe après l'échec de la première, sans doute parce qu'il savait qu'il devait réussir, et en effet, il a réussi l'opération du siècle. Quand la nouvelle a été connue, il a déconcerté certains milieux médicaux.
On ne s'attendait pas à ce qu'une telle performance pût venir d'autre part que des États-Unis, où a été réussie la première greffe du rein. Voilà, ça c'est dit, c'est envoyé. Mesdames, messieurs les médecins, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, ça c'est important d'avoir ce genre de soutien, et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait continuer à avoir ce genre de soutien dans la recherche clinique, si on pouvait arrêter de se battre pour parfois des querelles de clochers, simplement faire avancer la recherche clinique avec des institutions, bien sûr, de surveillance qui sont beaucoup plus lourdes qu'à l'époque. Alors oui, Chris Barnard, c'est le premier à faire, le Weir et Shumway, avec leur conférence de presse, c'est les suivants. Et puis Christian Cabrol, en avril 68, Pitié-Salpêtrière, fait la première, avec Gérard Guiraudon, faut pas l'oublier, Gérard Guiraudon, parce que c'est celui qui était censé prévenir leur patron qu'ils allaient faire une transplantation cardiaque. Leur patron était parti en congrès. Gérard Guiraudon n'a jamais réussi à joindre le patron comme par hasard. Et donc, ils se sont fait un peu souffler dans les bronches quand celui-ci a appris qu'ils avaient fait la première transplantation cardiaque alors qu'il était absent. Mais toujours est-il que ça a été fait comme ça. J'adore ce dessin parce que ça montre que c'est pas compliqué techniquement la transplantation cardiaque. On a parlé tout à l'heure de plombier, faut mettre l'eau chaude avec l'eau chaude, l'eau froide avec l'eau froide, globalement. L'inverse, ça fait pas vraiment de l'eau tiède. Mais voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de tuyaux au niveau d'un cœur, vous le savez. Quand on prélève, on coupe la veine cave inférieure, la veine cave supérieure, les veines pulmonaires, l'aorte et l'artère pulmonaire, et c'est réglé. Et puis quand le greffon arrive et qu'on transplante, on essaye de faire la même chose en sens inverse. Alors avant, on cousait les oreillettes, maintenant, on est un peu plus délicat, on coud les veines caves. On a montré que ça améliore un petit peu les résultats, mais enfin pas de façon dramatique. Donc on coud les deux veines caves, dans l'ordre d'abord le fond de l'oreillette gauche, les deux veines caves, l'artère pulmonaire, l'aorte, et c'est réglé. On ne met pas les nerfs, parce que les nerfs, on ne sait pas les implanter, et que globalement, le cœur, il arrive à s'adapter tout seul. Et puis voilà. Donc techniquement, et c'est pour ça que j'aime bien le dessin, c'est que techniquement, c'est pas compliqué. Alors oui, il y a peut-être... dans certaines équipes, peut-être comme ici, où on a bien 25% qui sont techniquement compliqués, mais parce que là, cette fois, on a des patients qui ont été opérés plusieurs fois, qui ont des assistants circulatoires, qui ont des cœurs artificiels, qui ont des malformations congénitales. Oui, là, de temps en temps, on peut quand même se retrouver dans des difficultés techniques, mais en tout cas, conceptuellement, techniquement, c'est pas compliqué de transplanter un cœur. Ce qu'il faut dire quand même, sans rien vouloir tirer à ces grands noms, c'est que ce qu'ils faisaient, ça marchait pas. Et c'est ça que moi je retrouve extraordinaire et que là encore il serait intéressant de transposer aujourd'hui. Prenons par exemple l'étude Carmat. On dit ça marche pas une fois qu'on a fait 5 cas. Il faudrait peut-être aller voir un peu plus loin. Parce que là, toutes les transplantations qui ont été faites entre 67, 68, donc 70 et les années 80, ils sont tous morts, à quelques exceptions près, dans le mois. Ouais, quand même. Et ils ont continué, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors certains ont abandonné, et certains autres qui se sont dit mais ça va marcher un jour, comme Shumway, comme Christian Cabrol et leurs équipes, c'est forcément un travail d'équipe, ont continué encore. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était des patients qui étaient destinés malheureusement à décéder. Et donc, au moins, on donne un peu d'espoir. Et mourir dans l'espoir, c'est peut-être déjà pas si mal, parfois. Et puis, un jour, forcément, ça a fini par fonctionner. Et ce n'est pas la chirurgie qui a fait la révolution, c'est la pharmacologie, vous le savez. C'est l'apparition des traitements immunosuppresseurs qui ont permis de faire en sorte qu'on puisse éviter enfin le rejet. La cyclosporine, les traitements d'induction, et puis ensuite c'est toute l'histoire des traitements immunosuppresseurs qui n'ont pas vraiment été révolutionnés depuis au moins 10-15 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire en termes de traitements immunosuppresseurs, mais c'est ce qui a permis l'envol de la transplantation de façon générale, mais surtout de la transplantation cardiaque parce qu'elle est particulièrement soumise au rejet d'organes. Et lorsqu'on rejette, malheureusement en cœur, on meurt. Donc c'est le problème de cette transplantation. Et c'est vrai que là, l'arrivée de la cyclosporine, François Borel, le champignon, ça a permis quand même de révolutionner et de prendre l'envol. Voilà l'évolution de la transplantation cardiaque. Dans le monde, ça c'est le registre international. Vous avez à la fois l'Europe et les États-Unis, et peu importe, ou l'Amérique du Nord, mais peu importe. Voilà les années 80, la cyclosporine arrive, et regardez l'envolée de la transplantation dans les années qui suivent. Donc tout le monde était prêt. Pour que ça parte comme ça, c'est que tout le monde était prêt, le traitement était là, il manquait juste simplement de quoi ? Un traitement pharmacologique pour éviter le rejet. Dès que c'est arrivé, ça a explosé, avec en même temps tous les problèmes de régulation, de gestion des donneurs, on le sait bien, certains ont failli aller en prison pour avoir prélevé des organes à une certaine époque. Donc là aussi, il fallait parfois y mettre vraiment du sien pour pouvoir prélever et transplanter des patients. Mais petit à petit, ça s'est fait. Et voilà l'explosion. Ça s'arrête à 2009, mais c'est relativement stable depuis ces années-là en termes de nombre de transplantations.
Alors je ne peux pas parler de la transplantation cardiaque sans parler du cœur artificiel, parce que c'est quand même côte à côte, parce que ça aussi, ça a été un des grands moments de la Pitié-Salpêtrière et de Cabrol. Ça, c'est une page centrale de Paris Match, avec Cabrol et l'homme aux 3 cœurs, un patient qui avait un cœur malade, qui a eu un cœur artificiel, puis une transplantation cardiaque. Le Jarvik 7, cette bonne vieille machine qui a été implantée, rappelez-vous que c'est implanté la première fois en 82, au moment où on invente la cyclosporine pour faire en sorte qu'on puisse réellement donner un essor à la transplantation cardiaque. 82, à Salt Lake City, on implante le premier cœur artificiel Jarvik 7. Il y a eu quelques assistants circulatoires avant, mais le vrai cœur artificiel où on enlève le cœur, on en met un à la place, c'est 82. Barney Clark, qui est implanté pendant plusieurs mois. Alors c'est plusieurs mois de souffrance quand même, disons-le très clairement, parce qu'il y a plein de complications, mais pendant plusieurs mois, l'idée c'était de l'implanter de façon définitive à ce moment-là, en disant on met un cœur artificiel et c'est bon, on résout le problème. On s'est aperçu aussi que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça, que c'était pas simplement de mettre 2 bouts de plastique dans le thorax qui allait régler le problème, avec, on l'a compris, de nombreuses complications. Il y a eu 5-6 implantations, ça s'est arrêté, et finalement on a compris qu'il fallait mieux utiliser ces machines plutôt en attente de transplantation pour les patients qui étaient en train de mourir, qui n'avaient pas d'autre échappatoire. Et donc c'est Jack Copeland à Tucson, Arizona, qui lui a redémarré cette expérience avec le cœur artificiel Jarvik 7 en attente de transplantation, avec un patient qui décompense, très malade, on lui met un cœur artificiel et très rapidement était transplanté derrière. Avant c'était très rapidement, maintenant les patients qui sont sous cœur artificiel, ils attendent globalement entre plutôt 8, 12, 15 mois avant d'être transplantés. Donc on les garde sous machine avant de pouvoir être transplantés. La qualité de vie n'est pas encore optimale, mais on les garde sous machine. Voilà à quoi elle ressemble, c'était la machine initiale. Ça c'est les 2 ventricules, ils n'ont pas changé. Ça c'était ce qu'on appelait la Big Blue, c'était la console. Celle-là pour le service, pour la petite histoire, elle était achetée grâce à un don du roi du Maroc. Là encore, je trouve que la recherche clinique était très bien financée à l'époque déjà, comme on peut le voir. Et donc, il y avait un appel d'offres par Cabrol, je crois que c'est dans le Figaro, qui n'avait pas trouvé finalement de réponse. Et Cabrol ayant opéré, je ne sais plus si c'est la nièce, la sœur, la cousine du roi du Maroc, etc., à un moment, c'est arrivé jusqu'à ses oreilles. Et nous a financé 2 Big Blue comme ça, et ce qui a permis de démarrer l'expérience avec le cœur artificiel total ici à la Pitié-Salpêtrière. Voilà actuellement par quoi est remplacée la Big Blue. On a fait quand même quelques progrès, c'est encore un peu brouillant, mais on a fait quelques progrès en termes de miniaturisation. Je ne sais pas si ça va passer, mais je ne sais pas si j'ai du son. Là-dessus, vous savez où est le son? Non. Non, mais j'ai pas de son qui sort de l'ordinateur non plus. Il est bloqué le son? Non. Il est là en bas. J'essaie de vous mettre le son si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on passera. Mais là, ici? Ah oui. Bon, je vous le mets à fond. Hein. Vous entendez là? Soir à Paris, pour la première fois en Europe, un malade porteur d'un cœur artificiel en attente d'une greffe a été appareillé avec une source d'énergie portable tenant dans une petite mallette. Appareillage qui lui permet désormais d'avoir une totale autonomie de mouvement. Reportage Pierre Bourget dans le service du professeur Cabrol à l'hôpital de la Pitié à Paris. Exclusivité TF1. Daniel Goriot, 37 ans, restaurateur, porte depuis quelques jours dans son thorax un cœur artificiel de type Jarvik, mis à la place de son cœur naturel parvenu à bout de souffle. Cette mécanique lui permet d'attendre la greffe d'un cœur humain dont il a besoin, selon une technique utilisée depuis l'an dernier dans le service du professeur Cabrol à la Pitié. Est-ce que vous savez quand vous serez greffé? Pour le moment, non. Ça peut durer des jours et ça ne vous gêne pas du tout? Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans son cas, c'est que grâce à cette petite valise pesant 4 kilos qui fait fonctionner sa prothèse mécanique, Daniel est totalement libre de ses mouvements, sans être relié à la volumineuse console qui, certes, assure la marche du cœur artificiel, mais qui l'empêche de bouger. Sa promenade terminée, Daniel regagne sa chambre, où les tuyaux qui transmettent l'énergie destinée à son cœur artificiel sont débranchés de la valise miniature et rebranchés sur la grande console. L'intérêt de cette console miniaturisée est son autonomie qui est actuellement de 2 heures, pouvant être éventuellement prolongée jusqu'à 4 heures par changement de la batterie. Elle permet d'assurer un confort à la fois physique et moral au patient, lui permettant par exemple de vaquer à sa toilette.
Bien entendu, cette miniaturisation de la source d'énergie d'un cœur artificiel implantable prélude à d'autres progrès plus étonnants encore. Donc voilà, ça c'est 87. Hein. Et la petite console que je vous ai montrée juste avant, hein, c'est-à-dire que les patients actuellement ils ont ça, en 87 ça existait déjà. Eh bien il y a eu deux utilisations et ça s'est arrêté. Et pourquoi ? Eh bien je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'accident, mais tout le monde était tellement pris dans des tas d'autres choses que ça s'arrêtait là. Et un jour, moi je l'ai retrouvé presque dans le musée du service, on l'a fait même réparer et avant que cette petite console portable sorte, on l'a réutilisée chez des patients, mais là c'était déjà 2000. Voilà, 87-2000, il ne s'est rien passé avec cette console portable, on n'avait que la Big Blue. Et les gens restaient à l'hôpital alors qu'ils pouvaient sortir avec ça. Extraordinaire quand même, non ? Donc ça montre bien qu'il faut travailler avec l'industrie, il faut vraiment ouvrir les portes pour faire en sorte de faire avancer les choses. Alors que la transplantation, maintenant, quelques chiffres quand même pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà, ce sont les résultats du registre international. Vous voyez, en termes de survie, on a progressé. Hein, ça, c'était les années 82-91. Voilà le résultat actuellement. On est à peu près aux alentours de 80% de survie maintenant à 5 ans. On ne fait plus beaucoup de progrès maintenant en termes, parce que là encore, les traitements n'ont pas vraiment progressé. Donc ça stagne un petit peu. Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous voyez, en termes de qualité de vie, il y a quand même la majeure partie des patients, 80% des patients ne sont pas réhospitalisés une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital. Ils viennent en consultation, ils ont un suivi un peu lourd la première année, mais très rapidement, ils ne sont pas réhospitalisés. Et finalement, très rarement pour des rejets, regardez, c'est le vert, le rejet n'est plus vraiment un problème. Je dirais le cancer induit par le rejet est quasiment plus un problème que le rejet en tant que tel. C'est tout le problème, c'est la balance entre ces traitements. Et vous voyez qu'un certain nombre de patients reprennent le travail. On a forcément un certain nombre qui sont retraités compte tenu de l'âge des patients qu'on transplante, mais vous voyez que beaucoup sont à plein temps, un certain nombre à temps partiel, et puis un certain nombre ne reprennent pas le travail. Souvent, ce sont des gens qui étaient en invalidité avant même la transplantation. En Europe, regardons juste la France, on avait pas mal diminué le nombre de transplantations, vous voyez, en 2009-2010, ça a pas mal redémarré. On est toujours quand même aux alentours de 2 greffons de 2 receveurs pour 1 greffon, donc il y a quand même une adéquation entre les receveurs et les donneurs. Ça continue à augmenter puisque ça c'était 2014, c'était 420, l'année dernière ça devait être 470, 472, donc on est un des seuls pays où le taux de transplantation a réaugmenté au cours des dernières années, ce qui n'est pas si mal que ça. Juste pour vous montrer la différence entre les pays européens, voilà où on est. C'est pas mal quand même. On a 6,1 millions de transplantés cardiaques par million d'habitants. En comparaison des autres pays européens, vous voyez que l'Allemagne est nettement au-dessous. Et ça explique aussi la différence d'utilisation des machines, donc des pompes, des assistants circulatoires et du cœur artificiel entre certains pays européens et la France. On a une vraie différence. Voilà la différence en Allemagne. Le nombre d'implantations d'assistants circulatoires par million d'habitants est de 14, alors qu'en France, on est au-dessous. J'ai mis le Kazakhstan, je sais bien que ce n'est pas tout à fait l'Europe, hein. C'est pas le même continent, mais bon, je connais un tout petit peu la géographie quand même. Mais c'est juste pour dire que c'est intéressant au Kazakhstan parce que ça fait partie de ces pays qui sont boostés brutalement du fait de tas de ressources économiques du sous-sol et font de l'assistance circulatoire avant de démarrer les programmes de transplantation. C'est comme les gens qui ont des téléphones portables avant d'avoir connu des téléphones à cadran, quoi. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ils commencent seulement leur programme de transplantation alors qu'ils ont un programme d'assistance circulatoire qui marche plutôt pas mal. Les évolutions en quelques mots, en France, ça a été quand même les listes prioritaires. On a mis de nombreuses années, ça a commencé qu'en 2004, les listes prioritaires. Là encore, ça a mis du temps parce que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord sur le mode de fonctionnement, mais ça a vraiment permis d'améliorer les résultats de ce que l'on fait en termes de prise en charge des patients aigus. Et on va probablement être le premier pays à passer à un score d'allocation. On n'est pas sûr que ça va être bien. On va l'essayer, c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire des essais, pouvoir se rétracter si c'est pas bien. Et pour l'instant, ça existe en foie, mais encore en transplantation cardiaque, aucun pays n'utilise actuellement de score d'allocation. L'ECMO, c'est vraiment un appareil qui permet d'amener les patients à la transplantation, en tout cas d'abord de les tirer d'affaire dans les grosses insuffisances cardiaques aiguës, de les stabiliser, puis de les amener à la transplantation. Là, on a mis quand même 5-6 ans à bien comprendre comment on pouvait amener ces patients à la transplantation. On a vraiment progressé sur le sujet. Et souvent d'ailleurs, quand ils ont ECMO avant, ils ont ECMO après. Et d'ailleurs, c'est pas complètement aberrant
d'assister la circulation des patients qu'on vient de transplanter. Quand on voit là, les greffons qu'on utilise actuellement, on prend des donneurs de plus en plus marginaux, des donneurs âgés, avec des durées d'ischémie qui ne sont pas négligeables, des receveurs qui sont souvent quand même des receveurs, des patients qui sont là encore relativement graves. Et donc on sait que ça a un impact sur les résultats de la transplantation. Donc il n'est pas illogique d'assister ces patients-là pendant quelques jours, plutôt que de dire tout de suite au greffon, écoute, on va te mettre des médicaments et tu vas marcher. Et ça, on a appris à l'utiliser. Je pense que c'est mieux. Ça a mis encore quelques années, mais c'est mieux actuellement en termes de résultats. On a réussi à obtenir les mêmes résultats qu'on avait auparavant avec d'excellents donneurs. On prend en charge tous les problèmes d'anticorps, etc. Forcément, je dirais que la seule révolution en termes de traitement immunosuppresseur, ce sont les quadrithérapies. On essaye de faire un petit peu tous les épices pour pouvoir donner meilleure saveur au plat. On utilise, je vous ai dit, des donneurs de plus en plus âgés, mais c'est normal et ça marche. Un patient qui n'est pas malade, qui est juste malheureusement en stade 4, s'il n'avait pas de maladie cardiaque avant, il n'y a pas de raison que son cœur ne fonctionne pas. Nous, on ne perd tous les gens, des patients qui ont 70, 80 ans. Donc, il n'y a aucune raison que ces greffons cardiaques ne fonctionnent pas. On sait que les résultats sont moins bons, on sait que c'est plus difficile, mais à nous d'apprendre à utiliser ces greffons. Et je pense qu'on pourra, probablement, en ayant une bonne adéquation avec l'âge des receveurs, d'ailleurs, probablement pourra donner plus de chance aux patients qui sont en insuffisance cardiaque. On a des systèmes de perfusion d'organes qui arrivent, peu utilisés encore actuellement, plus utilisés en poumon. Poumon, ça marche bien. Et j'en parle parce que, pour l'instant, vous savez qu'on a commencé à faire du donneur Maastricht 3. Ce sont ces patients qui sont dans les réanimations pour lesquels on décide de faire un arrêt des soins, un arrêt thérapeutique. Donc on les laisse décéder et après avoir discuté avec la famille, etc., finalement on perfuse les organes. Pour l'instant simplement le rein et le foie en France. On a commencé le poumon aussi. Il y a beaucoup d'autres pays, en tout cas l'Angleterre, l'Australie, où on a fait du cœur aussi pour les Maastricht 3. Et là, pour ces Maastricht 3, il faut vraiment avoir des machines à perfusion. Voilà à quoi ça ressemble une machine à perfusion. C'est une machine qui perfuse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on prélève le cœur, on branche le cœur sur cette espèce de circulation extracorporelle, finalement, c'est un peu la même chose, qui est amorcée avec du sang du donneur. Et vous voyez qu'on peut avoir un cœur battant qu'on rapporte du centre de prélèvement. On en a fait un petit peu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuve absolue sur le donneur standard. Je ne parle pas du Maastricht 3. Pour le Maastricht 3, je pense que c'est indispensable. Mais sur le donneur standard, on n'a pas de preuve absolue de l'utilité du concept. Et comme un kit, ça coûte 35 000 €, ce serait bien qu'on ait une preuve de l'utilité avant de dépenser 35 000 € pour rien. Mais voilà, on y travaille et j'espère qu'à un moment ou un autre, on pourra surtout prélever plus de greffons et réanimer plus de greffons comme ça se fait actuellement en poumon. Voilà, alors c'est une affaire à suivre, c'est pas fini. Je ne parle pas de xénotransplantation parce que xénotransplantation, c'est toujours pour demain et donc ce sera toujours pour demain très probablement, en tout cas on ne voit rien arriver. Je finis par 3 petites phrases que j'aime bien, qui sont là pour votre réflexion. Simplement que je pense qu'elles correspondent bien à tout ce travail qui a été fait par nos anciens. Ils ont bossé. J'espère qu'on pourra dire une fois qu'on sera à leur place, qu'on a bossé à peu près de la même façon. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal, c'était éloquent et impressionnant. Est-ce que vous avez des questions pour professeur Leprince? Alors il y a eu combien de transplantations cardiaques l'année dernière dans ce bâtiment? 80, un peu plus de 90, 92, 93. Et combien de transplantations de plusieurs organes? On reste au-dessous de 10, on essaie 5, 6, cœur, rein, cœur, foie. Voilà, on peut aussi transplanter 2 organes.